Vous voulez que j'insiste encore un peu ou ça va? C'est bon. Vous aurez compris ma position sur le CNRS. Ou plus exactement sur les postes permanents au CNRS. Alors, donc, revenons à nos moutons. Alors, je vais commencer par le deuxième cas, puisqu'après tout, c'est celui sur lequel on vient de travailler. Je rajoute des termes, on regarde effectivement qu'est-ce que les nouveaux termes entraînent. Bon, alors là, il n'y a pas de miracle. On sait bien que, si je vais un peu vite, je vais garder maintenant le moins bêta point, pour des raisons totalement évidentes. Gradient x w carré. Le gamma point xi2, on a déjà vu qu'on en avait besoin. Donc je commence par le K2. Gamma point xi2. Oui, d'ailleurs, au passage, la méthode de DP montre aussi que l'on peut essentiellement regarder quelles sont les combinaisons qui jouent, si on ne veut pas séparer entre K1 et K2. Alors, on a des conditions tellement monstrueuses que je n'ai jamais compris à quoi ça pouvait réellement servir, si ce n'est de faire plus général. Oui, donc ce terme-là, on a vu déjà comment il fallait le gérer, donc par l'inégalité précédente. Donc ça, je la reprends, puisqu'on est dans le deuxième cas. Moins gamma 2, je sais qu'a priori, je ne peux pas faire mieux que ça. Moins gamma 2 sur alpha, et ce qui me reste, c'est un gradient x w carré. Bien. Le dxf xi xi, f est monotone, donc ça c'est positif ou nul. OK. Quant à ce terme-là, qu'est-ce que je peux en faire? Le 2 bêta dxf xi gradient x1w. Bon, là j'ai supposé simplement que f était régulière, donc ça je sais que c'est borné, et puis ça c'est du xi, ça c'est du gradient xw. Donc, a priori, ce que je récupère, c'est quelque chose qui se majore par une autre constante, moins 2C1, xi, gradient xw. Bon. Et là, il faut que je me débrouille. Est-ce que c'est... Non, c'est un xi2, là, pardonnez-moi. Il y avait quelque chose qui ne volait pas, le gradient xw. Ça vient de ce terme-là. Je prends du f' dxw que je prends ça. C'est du xi2 que j'avais. Ça ne collait pas. Enfin, ça aurait pu marcher ça, mais ce n'était pas le bon terme. Bien. OK, donc, que peut-on faire ici? Là, pour le coup, on voit bien que c'est un petit coup de cauchy-Schwarz ici. On voit bien que là, pour le coup, ça peut être, c'est pas vraiment nécessaire, mais on peut prendre un bêta exponentiel. Donc, le bêta est décroissant, donc a priori, je peux prendre un e puissance moins at, un bêta initial. Bêta 0. Bêta 0, dans un instant, je vais l'appeler bêta. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que je récupère? Bien, a priori, ce que je vais récupérer, c'est ici un plus A et puissance moins AT. Je ne suis pas sûr de vouloir faire vraiment ça. C'est 2, donc si je fais ça, je vais mettre un gamma 2 ici, d'accord, et si je mets un gamma 2 ici, je peux a priori mettre 1 sur gamma. OK. Ouais. OK. Tant pis, je vais garder ça, je verrai comment ajuster les choses. Allez,
J'arrête d'hésiter. Donc, ce que je vais faire, on va faire les choses le plus proprement possible. C'est-à-dire, je vais rajouter un terme qui est effectivement d'ordre gamma 2, et puis après, je vais balancer ça de l'autre côté, puis on verra bien, puisque de toute façon, j'ai déjà du gamma 2. Donc, si je fais ça, le terme qui est ici, donc je vais mettre moins bêta point, gradient x w carré, plus gamma point xi 2. Là, je vais en mettre 2, moins 2 gamma 2 sur alpha xi 2. Donc, c'est comme si j'avais pris effectivement un carré, hein, avec un moins C1, moins 2 gamma xi, et là, je mets un gradient x wc1, et je mets un gamma sur racine de alpha, et donc j'ai un C1 racine de alpha. Hein, vous voyez, j'ai rien changé, j'ai simplement, pour bien voir comment je faisais apparaître Cauchy-Schwarz, et je rajoutais un terme comme ceci, je fais ceci. Et donc, le prix à payer pour cela, c'est un moins C1 carré, ça c'est une constante, alpha c'est une constante, fois gradient x w. Quelque chose qui me tarabuste là, parce que là j'en fais trop. C'est un gamma, ouais. Pardonnez-moi, c'est absolument pas ça que je veux faire, c'est bon. OK, donc si je fais, je recommence, c'est pas ça que je veux faire. Donc le terme, je reprends le terme que j'avais ici, moins 2 bêta C1, comme je finis par tout oublier, xi, gradient x double. Bien, alors ce que je vais faire, c'est garder du bêta et le distribuer en moins bêta C1 xi, moins bêta C1 xi, moins bêta C1 gradient x w carré, et moins, et je vais mettre un C1 carré ici pour me débarrasser des constantes, et un moins bêta xi 2. Allez, hop, on n'en parle plus. OK? Voilà, donc maintenant vous voyez que je peux choisir bêta to be... Je peux choisir bêta comme étant e puissance C1 carré T bêta de 0. Et le bêta de 0, je continue de l'appeler par abus de langage bêta. Auquel cas, si je fais ça en rajoutant le bon signe, le e puissance moins C1T, C1 carré T, eh bien, si je fais ça, ces deux termes sont positifs ou nuls. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Comment dois-je choisir le gamma? Eh bien, je dois choisir gamma point égal, et là encore, ça va évidemment marcher, gamma point égale gamma 2 sur alpha. J'ai un peu hésité parce qu'il y a tellement de possibilités de choix que je ne savais pas laquelle serait la plus claire à choisir. Gamma 2 sur alpha. Et maintenant, j'ai évidemment rajouté un terme qui est bêta. Bêta, c'est-à-dire bêta et puissance moins, c'est quoi? Moins C1 carré T. Donc tout ceci maintenant dépend d'un seul paramètre strictement positif, qui est la valeur initiale du bêta de t, si vous voulez, que j'ai appelé bêta. Je dois résoudre cette équatif qui est maintenant plus une équation autonome, mais enfin, on sait très bien comment ça marche, en prenant comme condition initiale, ça c'est le même choix que précédemment, c'est 0 bêta. Là encore, j'ai une unique solution de cette équation différentielle ordinaire tant qu'elle n'explose pas. On part de quelque chose de strictement positif, c'est évidemment tout strictement positif. Le seul risque, et ce n'est pas un risque, c'est qu'on est sûr, c'est plus grand que la solution précédente. Donc, quelle que soit la condition initiale strictement positive, ça explose en temps fini. En revanche, si vous choisissez bêta petit, le temps d'explosion, quand bêta tend vers 0, le temps d'explosion de tout ça est tend vers plus infini. Ça, c'est la même analyse que précédemment, c'est uniquement de la continuité. Hein, parce qu'en bêta égale à 0, la solution, elle vaut 0. Donc, elle existe pour tout temps. Donc, si vous prenez un bêta tout petit, elle va exister très très longtemps avant d'exploser.
Bien. Donc pour bêta petit, gamma existe sur 0t. On choisit bêta, on a une égalité de positivité, et donc c'est gagné. Donc vous voyez que la seule couche, dans le cas numéro 2 que je viens de faire, on rajoute deux termes, un qui a un signe, et l'autre terme qu'on absorbe en travaillant sur le bêta point. Et puis vous prenez là, pour le coup, effectivement, comme d'habitude dans les EDP, une exponentielle pour gérer les dépendances en X et les termes parasites. Cela vous crée simplement sur le terme en xi2 le terme supplémentaire qui est là. Ça, c'est l'ajustement grâce à l'exponentielle. Voilà, donc je n'insiste pas, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, par une minuscule variante, en choisissant bien toujours le gamma, on en déduit toujours une estimation a priori dans le cas où ça dépend de x. Bien. Deuxième cas. Donc là, on a fait pratiquement tout le boulot. Il me reste le premier cas. Et puis, il me reste le bruit. Alors, sur le premier cas, bien, je vais m'y accoler. Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Oui, donc ça, j'ai plus rien à dire. Ça, je peux l'effacer. Et le calcul, a priori, n'est pas modifié. Simplement, il y a la manière dont on va faire ce calcul-là qui est un peu différente. Le calcul reste évidemment le même. Donc, dans le cas 1, je suppose simplement que f est monotone. Si je suppose que f est monotone, ça veut dire que je sais que ce terme-là est positif ou nul. C'est tout ce que je peux en dire. Avant, je m'en servais pour extraire de l'information. Et donc, dans ce cas-là, je ne peux pas me servir d'informations sur f'. Et donc là, en revanche, ça, c'est ça que je vais minorer maintenant par moins de gamma C1. Ce n'est pas le même C1, c'est un C2. Hein, c'est une borne sur f'. Le produit scalaire de xi et de dxw. Je ne peux rien faire de mieux. Donc je suis dans le cas 1, dans le cas où je suppose que j'ai des bonnes hypothèses sur U0 et sur F, et le grand F est simplement monotone, régulier. Donc F' il est borné, et je fais du Cauchy-Schwarz avec F' égale C2. Enfin, une borne sur F' étant donnée par C2. Donc là, c'est pour les termes en grand F, et maintenant, évidemment, l'hypothèse sur petit f, c'est là où elle sert. L'hypothèse sur petit f, elle me dit que ceci est supérieur à alpha fois df de x scalaire xi au carré. Tandis que de l'autre côté, évidemment, ce que j'ai envie de faire, c'est un moins 2 bêta Cauchy-Schwarz dxf xi gradient x w. Donc, si on récapitule, qu'obtient-on? Ce que l'on obtient, c'est un second membre dans lequel on a, dans le cas numéro 1, on récupère supérieur ou égal. Moins bêta point gradient x w carré, plus gamma point xi2, ça, comme d'hab. Ce terme, j'ai dit qu'il était positif. Et celui-là, je ne sais pas en faire pour l'instant grand-chose d'autre que dire que c'est supérieur à moins 2 gamma C2, moins 2 gamma C2 xi gradient XW. Bon. Les termes qui sont ici, eh bien, je vais faire comme précédemment je l'avais fait avec le grand F, c'est faire du Cauchy-Schwarz. C'est-à-dire que je vais gommer le alpha, et ce faisant, je récupère, si je fais ceci, un moins bêta 2 sur alpha. De toute façon, alpha est une constante. Et ce qu'il me reste, c'est du gradient XW.
Alors là, si vous regardez un tout petit peu ceci, vous reconnaissez exactement la même inégalité que précédemment, mais simplement bêta et gamma ont changé de rôle. On a échangé le rôle de bêta et gamma. C'est le même cas que précédemment. C'est normal parce qu'il y a une sorte de dualité là. Même cas, mais en échangeant bêta et gamma. Alors ça peut être un peu gênant, parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas... parce que initialement, gamma et bêta étaient liés d'une certaine manière initialement. Bon, c'était à travers une constante, ce n'était pas gênant, fixe. Mais là, c'est différent, parce que maintenant, que peut-on dire sur psi en t est égal à 0 ? Mais en t égale à 0, on a fait une hypothèse. On a fait une hypothèse sur U0. On sait que ceci est positif ou nul, que c'est déjà, sans rajouter même le xi2, je sais que je récupère quelque chose de positif ou nul dès que bêta est égal à alpha. Donc si je prends un bêta qui est plus petit que alpha initialement, je suis sûr que ce sera positif ou nul. Donc, initialement, je sais que c'est positif si bêta de 0 est inférieur à alpha. Mais de toute façon, bêta, je vais choisir petit parce que je vais avoir à résoudre des bêta points égale bêta 2 plus une exponentielle. C'est gamma qui va être exponentielle cette fois. Hein. Vous voyez bien, si vous faites, si vous prenez un gamma exponentiel, c'est ça qui va vous sortir. C'est ça qui va vous sortir les termes, le terme précédent. Bon, alors, je vais vraiment pas vous casser les oreilles avec tous les détails de cette estimation a priori, mais c'est exactement le même principe. Hein. Vous voyez que là, on a vraiment de la marge. On peut absorber, grosso modo, penser gamma, pourquoi ça marche ? On regarde ça et on se dit, ça marche. Pourquoi ? Parce que c'est grosso modo, si vous prenez gamma point qui est de l'ordre de gamma 2 et bêta point moins bêta point qui est de l'ordre de bêta 2, ça marche. Bien. Et que gamma et bêta sont du même ordre. Petit et du même ordre. Comme vous avez le droit de prendre des conditions initiales qui sont petites et que vous pouvez donc résoudre ces équations différentielles quadratiques sur un temps arbitrairement grand avec des conditions initiales petites. Donc je répète, vous savez que vous avez besoin de contrôler bêta et gamma sur un temps 0 grand t et vous avez droit de prendre des conditions initiales positives toutes petites. Ceci, pour que ce soit positif ou nul, ce sont des équations différentielles a priori ordinaires quadratiques. Hein, on peut se débrouiller pour ça par simple. Vous pouvez même penser gamma égale à bêta. Hein, vous avez... non, parce que c'est pas ça que je veux dire. C'est gamma du même ordre de grandeur que bêta. Et vous voyez tout de suite qu'effectivement, vous allez avoir... Hein, je répète, c'est toujours... si je prends bêta égale à 0, gamma égale à 0, j'ai effectivement supérieur ou égal à 0. Je sais que c'est positif ou nul si j'ai une équation quadratique, et donc par simple continuité, je sais que ça va marcher sur un temps suffisamment grand. C'est l'argument un peu heuristique qui permet de comprendre pourquoi ça marche tout de suite quand on voit ça. Après, on le fait comme je vous l'ai fait déjà 2 fois, mais je commence à en avoir assez de ce genre d'argument. Et donc, la moralité de l'affaire, c'est quoi ? C'est que grâce à l'ajout de la variable supplémentaire, on sait en tout cas faire des calculs qui sont jouables, hein, parce que là, vous commencez à voir. Imaginez qu'on fasse les mêmes démonstrations que j'avais faites dans la propagation de la monotonie, avec en plus les dépendances en T, tous les termes, l'algèbre pour récupérer les mauvaises directions sur les bonnes directions. On y sera encore dans une semaine à faire les calculs. Donc, le rajout de la variable et le fait qu'effectivement, tout cet aspect géométrique est maintenant incorporé dans la nouvelle variable, nous permet d'avoir des calculs, certes, où il faut quelques petites astuces, mais on est dans un terrain, je dirais, relativement balisé d'estimation a priori dans les EDP. Et que l'idée absolument fondamentale, c'est l'introduction de cette quantité, et puis après, on tourne les constantes jusqu'à ce que ça marche. Ça, c'est typique des techniques d'EDP. L'idée supplémentaire, c'est effectivement de rajouter un terme comme ceci. Ça, c'est la monotonie. Ça, c'est la quantité que l'on a mise en... C'est quand même la grande leçon, c'est qu'on a mis en lumière cette quantité-là. Et on l'a mise en lumière parce qu'on a regardé les caractéristiques.
et on l'a réinterprétée avec l'ajout de variables. Donc c'est cette quantité-là. On s'aperçoit qu'il est naturel de rajouter cette expression de façon à avoir des expressions positives. Et puis après, on met des dépendances en T et des constantes là où il faut pour que ça marche. Je ne dis pas que c'est la seule manière de faire les choses, hein. On peut mettre des exponentielles devant, on peut faire des tonnes, il y a des tonnes de variantes, et il n'y a jamais une seule technique d'ajustement de constantes pour des estimations a priori. En tout cas, ça marche. Et on comprend pourquoi ça marche. Donc, maintenant, on comprend aussi par les EDP le rôle de chacune des hypothèses. Vous voyez bien que lorsque vous cherchez à avoir une estimation a priori en introduisant de telles quantités, vous avez d'un côté ou de l'autre de mauvais termes. Et de renforcer un peu soit l'hypothèse sur grand F, soit l'hypothèse sur le petit f de x et sur le u0, vous permet d'absorber par le petit gain que vous introduisez, permet d'absorber ces mauvais termes. Sinon, ces mauvais termes, vous les gardez et en général, vous avez des discontinuités qui apparaissent, même dans des cadres monotones. Hein, c'était les compositions de rotation de pi sur 2. Et ça, c'est exactement dire que localement, on veut être dans un alpha éloigné d'une rotation de pi sur 2. Si c'était une rotation, on se permet des rotations de pi sur 2 moins quelque chose qui est d'ordre alpha ou racine de alpha, je ne sais pas exactement la bonne constante. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à dire, ça c'est bien gentil. On verra dans le temps qu'il me reste. Mais maintenant, quand même, c'est bien gentil de me dire, OK, je sais rajouter un terme d'ordre 2. La remarque que j'ai faite précédemment, c'est sur les termes d'ordre 2, c'est parfait. Hein. Donc là, maintenant, on sait gérer de tels systèmes et des solutions régulières globales. On sait le gérer pour des équations comme ceci, mais on sait aussi le faire si je mettais un f de x de u et de g de x de u, parce qu'on sait bien que, en fait, quand on avait compris ce cas-là, on avait compris le cas général, qu'après, il s'agissait juste de mettre les bonnes hypothèses pour que ça marche. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué, on l'avait vu sur la méthode des caractéristiques, et c'est guère plus méchant sur les EDP. Guère plus méchant, il y a qu'un ou deux termes en plus, mais bon, il se gère, on va pas s'éterniser là-dessus. L'autre remarque que j'ai faite, c'est qu'effectivement, si je rajoute un terme de diffusion parabolique au second membre, il n'y a pas de souci tant que le terme est à coefficient constant. Or, ce que l'on a vu, c'est que pour les jeux à champ moyen, il fallait absolument gérer des termes très particuliers, et des termes tellement particuliers que non seulement, donc je vais mettre maintenant, je vais rajouter les coordonnées, c'est que non seulement c'est quelque chose qui effectivement ressemble à un A, j'insiste, un A KL D2KL UI, donc celui-là il est bien diagonal, mais on avait bien vu aussi qu'il fallait aussi introduire un BIKL et on va dire un DL UK. Alors, dans le cadre des jeux à champ moyen, les AKL, ce sont des choses qui sont quadratiques, et ici, c'est quelque chose qui est affine, et les deux étant liés. Je ne rappelle pas, on a déjà vu ça en cours, ce n'est pas le souci. On avait compris comment, lorsqu'on a des dépendances en X ici, quelles étaient les conditions qui assurent la propagation de la monotonie. Et on avait compris également quand est-ce que le système était bien posé, en tout cas localement en temps, avec des hypothèses de compatibilité sur les BIKL, qui d'ailleurs étaient tout à fait compatibles avec la propagation de la monotonie. Alors ça, on va le voir réapparaître, et ça me permettra, d'ailleurs, cette astuce me permettra d'éliminer complètement tout calcul, c'est de faire à nouveau la technique de Krylov, et de se dire, que se passe-t-il lorsque j'introduis toujours mon W? Comme de toute façon, j'ai besoin de le faire pour avoir des estimations a priori, autant regarder ce qui se passe. Et on savait, c'était en fait l'idée initiale de Krylov, lorsque U est un gradient, et là, l'observation, c'est que ça marche encore même si on n'a pas des gradients pour de tels systèmes. Donc, c'est ça la nouveauté, si vous voulez.
outre le fait que ces systèmes n'avaient pas été étudiés, c'est aussi de faire marcher, de se servir de la méthode de Krylov dans un cas où elle n'avait pas été conçue pour ça. Donc, gradient x w, donc là, ce que l'on récupère, c'est un f de x scalaire xi. Le AKL d2x, comme il y a beaucoup des variables x et xi, j'insiste bien sur xk, xl, w, donc là, il n'y a pas de souci. Et maintenant, comment on gère ça? On dit que c'est un BIKL, le DXL de UK. Mais c'est quoi UK? Bien, UK, c'est dxik de W. Et j'ai multiplié l'équation UI par xi. Et donc, j'ai ici un xi BIKL. Donc, attention, attention. Le terme qui couple les termes de transport d'ordre 1, en fait, on le réécrit comme un terme de dérivée seconde grâce à l'adjonction de cette variable. Et rappelez-vous, la dernière astuce, c'était de dire je peux maintenant rajouter ici n'importe quelle constante A strictement positif. Je peux mettre du 1 plus xi2 si j'en ai envie, parce que derrière, ce que je mets, c'est un Laplacien xw. Laplacien qui ne coûte rien, puisque W est linéaire en xi. Donc des dérivées secondes d'une fonction linéaire, c'est 0. Donc je rajoute 0. Mais ce n'est pas 0 en termes d'opérateur. Puisque maintenant, ce que j'ai, c'est donc dans les variables x, xi, j'ai un opérateur qui est AKL D2xk xl plus xi BIKL D2xl xk plus A fois 1 plus xi2 Laplacien xi. Et les hypothèses, c'est précisément dire les hypothèses, puisque les AKL sont dégénérées, bien vous voyez que pour que cet opérateur soit elliptique, il faut, grosso modo, penser en dimension 1, c'est peut-être un peu plus simple à comprendre si on est en dimension 1. L'hypothèse, on l'a introduite il y a quelques cours, c'est de dire que ça, c'est un opérateur elliptique dégénéré, éventuellement dégénéré. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez en dimension 1, je ne vais pas refaire ce que j'avais fait il y a quelques cours, je le fais juste en dimension 1. Qu'a-t-on? Nous avons ici un A seconde D2, un A, pardon, D2, dérivée seconde par rapport à X. Ensuite, j'ai xi, j'ai qu'une seule direction, donc c'est un B. Okay, xi B de X, D2, X, xi. Oui. Le B aussi dépend de X. Tous ces coefficients dépendent de X. Et puis le dernier terme que j'ai, c'est un A1 plus xi2, D2 xi. Dire que cet opérateur elliptique, c'est simplement dire que les coefficients qui sont là forment un polynôme de degré 2 qui est positif ou nul. C'est-à-dire que si vous pensez que dx, c'est une variable alpha, donc vous devez comprendre pourquoi a alpha 2 plus xi b alpha bêta plus a fois 1 plus xi2 bêta carré, est positif ou nul, quel que soit alpha bêta, c'est ça l'ellipticité dégénérée, c'est-à-dire que ceci est positif ou nul, quel que soit le alpha et le bêta. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pensez que vous avez ici un polynôme de degré 2 et vous regardez donc son discriminant, et évidemment la condition que vous voyez sortir, c'est que bêta 2 soit inférieur, parce que le 1 ici ne joue absolument aucun rôle, que bêta 2 soit inférieur à 4 fois A petit grand A. En dimension 1, c'est ça l'hypothèse. Bien. Donc grand A, c'est simplement une constante, et donc ce que cela vous dit, c'est que A est simplement positif ou nul. Donc si A dégénère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A s'annule.
Dire que A s'annule, ça peut être dangereux. Et donc, ce que cela veut dire, c'est que vous voyez que lorsque A s'annule, ça vous indique que non seulement, bien sûr, B doit s'annuler, ce qui est logique, mais au moins d'une certaine manière. Alors, en fait, ce n'est même pas une hypothèse, parce que dès que A est régulière, enfin, si, c'est une hypothèse. Hein. Donc, la moralité, c'est qu'en dimension 1, pardonnez-moi, et quand je dis c'est une hypothèse, mais c'est pour la remarque d'après que c'est une hypothèse. Donc, en dimension 1, c'est simplement que vous voulez que bêta 2 soit majoré par, que B2 soit majoré par C1 fois A. Alors, lorsque vous avez ici des champs de vecteurs, bon, ça j'ai déjà expliqué dans le cours qu'est-ce que ça voulait dire sur les champs de vecteurs. J'ai déjà expliqué comment c'était compatible avec, d'une part, la structure gradient d'équations paraboliques et d'autre part, avec les jeux à champ moyen. Donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà fait en cours. En tout cas, vous comprenez en dimension 1 pourquoi, quel est le type d'hypothèse qu'on a en jeu. C'est qu'il faut effectivement faire une hypothèse sur les BIKL par rapport au A. Bon, cette hypothèse est naturelle et toujours vérifiée dans les équations de jeu à champ moyen, donc c'est vraiment pas grave. Alors, que dire de plus là-dessus? C'est qu'effectivement, si vous supposez, évidemment, les coefficients sont supposés réguliers. Les AKL sont réguliers. Et en fait, c'est un carré AKL. C'est une fonction qui est assez, naturellement donnée par un sigma transposé, où sigma est à dérivée bornée et régulier à dérivée bornée. De sorte que, comme dans les jeux à champ moyen, sigma est linéaire, hein, vous ne voulez pas dire que c'est borné. Oui. Et donc, la question, c'est qu'effectivement, B est, d'une certaine manière, très naturellement, ressemble beaucoup à A', dans les équations du type jeu à champ moyen. Et lorsque A est régulier, dire que A' au carré est majoré par C fois A, c'est toujours vrai. Dès que vous avez une fonction positive ou nulle, régulière, alors cela entraîne que, en fait, la bonne inégalité, c'est que A' au carré est majoré par le max, le sup, de A seconde fois A. C'est une égalité célèbre qui se démontre assez facilement par développement limité. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, hein, la démonstration la plus simple, c'est de dire A de x plus z est certainement égal à A de x plus A' de x z plus A seconde de x plus θ z, z2 sur 2. Formule de Taylor, je ne sais plus laquelle c'est, celle-là, c'est Taylor-Lagrange ou Taylor machin, avec un point intermédiaire en tout cas. Bien. Et donc, comme A seconde est majoré, et que ceci est positif ou nul, vous en déduisez que vous avez ceci qui est positif ou nul, plus une certaine constante, donc le sup de A seconde, fois Z2 sur 2. D'ailleurs, je me rends compte que je me suis trompé sur la... Ce n'est pas la constante 1, c'est la constante 2 ici. Voilà. Donc maintenant, vous fixez x. Ceci est vrai quel que soit z. Si c'est vrai quel que soit z, ça veut dire que A' carré est inférieur à 4 fois A sub de A seconde sur 2, c'est-à-dire 2A sub de A seconde. Donc voilà, une jolie démonstration de cette inégalité qui est toujours vraie. Alors c'est même vrai à valeur matricielle et tout. C'est même vrai pour des dérivés fractionnaires et tout. Donc bon, enfin bon, ça c'est, je vous passe les détails. OK. Bien, donc voilà pourquoi effectivement d'avoir des B qui sont des sortes de A', c'est totalement compatible avec le fait de rendre ceci
parce que b égale a', c'est ce que vous avez lorsque vous dérivez une équation parabolique. Et en fait, ce genre d'astuce, Krylov l'avait introduite pour des équations scalaires et pour borner, éventuellement non linéaires, et pour borner les dérivées successives de la solution d'une équation scalaire. Or, moi, je pars directement, non pas d'une équation scalaire, mais d'une équation qui ressemble à des équations que pourrait vérifier le gradient d'une équation scalaire. Et il se trouve que même si ce n'est pas compatible avec la structure de gradient, eh bien, l'astuce fonctionne encore. Et donc, les conditions d'ellipticité, en revanche, puisque c'est le même genre d'équation, jouent à peu près le même rôle. Donc ça, on sait qu'on a ellipticité. Et lorsqu'on sait qu'on a ellipticité, eh bien, il y a un petit miracle qui va se produire. C'est repenser aux différents termes. Donc, je me concentre sur les termes importants. Je ne vais pas me lancer dans un calcul maintenant. Le xi gradient xw, c'est la propagation de la monotonie. Donc ça, c'est OK. Quand je vais rajouter des termes et dont je sais que la monotonie se propage, bon, ce n'était pas la même démonstration, mais c'était, puisque je n'avais pas introduit la variable, je le faisais xi par xi. Mais c'est évidemment, on a bien vu comment ça passait au cas, et en fait, ça simplifie la démonstration, y compris la propagation de la monotonie, lorsqu'on a la bonne structure de bruit. Bon, propagation de monotonie, même condition que précédemment, dans le cours. Donc, pas de souci. En revanche, il y a quand même le gradient W carré. Là, ce n'est pas une paille. Ce n'est pas une paille parce que j'ai des dépendances en X, c'est dégénéré. Bon. OK. Alors, je vais vous la faire courte, parce que sinon, on y est encore là. D'abord, dans la démonstration précédente, vous observerez que j'aurais très bien pu rajouter aussi le gradient xi de W carré, si j'en ai envie. Pourquoi? Parce que le gradient xi de W carré, c'est du U. Le U, on sait qu'il est borné. Donc lui, il n'est vraiment pas gênant. Je rajoute une variable bornée et ça ne change rien parce que on a une... vous voyez que le pire des trucs que ça fasse apparaître, c'est typiquement là. Si ici, je prenais... l'équation que j'ai pour le gradient xi de W carré, c'est toujours la même équation. Donc, dans les démonstrations précédentes, ça ne change vraiment pas grand-chose. Ce sont des termes bornés avec des petites constantes que je peux ajuster. Donc, j'aurais pu rajouter ce terme-là, ça n'aurait rien changé. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, maintenant, je vais raisonner purement avec des équations paraboliques et rappeler un lemme qui, en fait, remonte aux travaux sur les équations paraboliques dégénérées de Oleinik. Donc, pour des dérivées premières, mais c'est vrai aussi pour les dérivées secondes, ça marche pareil. Et je ne vais pas redémontrer ça parce que le temps presse. Et donc, si vous prenez maintenant moins dφ sur dt, moins aij, dij phi, égale à 0, que A est régulier. Et que c'est elliptique, c'est-à-dire la matrice est positive ou nulle. Okay. Que phi en t égale à 0, c'est phi 0 qui est Lipschitz. Alors, donc, ce que Oleinik avait observé, c'est que si je prends le gradient complet, et comme j'ai une équation en x et xi, c'est pour ça que je me permets de rajouter le gradient W carré, si je regarde le moins aij, dij, gradient phi carré, eh bien, tout ceci, ça peut se majorer par une constante qui ne dépend que de A fois le gradient phi carré. Bon. Donc ça, on sait que c'est vrai. Alors, je pourrais rapidement vous faire le calcul. Ce n'est pas très compliqué. Je vais le démontrer dans un petit instant pour conclure ce petit lemme. Mais si c'est vrai, donc vous voyez bien que dans les démonstrations précédentes, ce que va me rajouter, c'est pour ça que je préfère prendre tout le gradient carré,
eh bien ça, je peux l'absorber simplement par une exponentielle devant, et j'avais de la place, hein. J'avais énormément de marge dans la démonstration précédente. Donc la moralité, c'est que ici j'ai une constante qui ne dépend que des coefficients, je vais l'appeler C0, et que donc j'ai une inégalité sur e puissance moins C0t gradient phi carré. Et donc vous voyez que devant mes bêta, hein, il suffit que j'ai effectivement une exponentielle, d'ailleurs j'en ai mise une parfois. Et je récupère donc l'analogue de la technique. Vous voyez, hein, quand on a un opérateur à coefficient constant, on n'a pas besoin de l'exponentielle. C0 est égal à 0. C'est la technique de Bernstein, le gradient au carré d'une fonction harmonique et sous-harmonique. Bon. Lorsque vous avez des coefficients qui dépendent de x, si les a et j sont définis positifs, il n'y a besoin d'aucune hypothèse, mais d'ailleurs, l'hypothèse, si A est définie positive, quand je vous disais il faut que B2 soit majoré par une constante fois petit a. Mais si A ne dégénère pas, si A est strictement positif, il n'y a aucune hypothèse sur B. Bien. Et là encore, la démonstration est totalement élémentaire, mais c'est dans le cas où ça dégénère qu'il faut faire un peu attention et effectivement bien majorer les termes. Mais si on croit ceci, vous voyez maintenant la compatibilité instantanée des techniques précédentes, modulo cette petite exponentielle qui n'est pas gênante, la compatibilité avec tout ce que l'on a fait, et puis le traitement de ce cas-là. C'est la même technique. Il n'y a plus de souci. Donc, a priori, si on sait faire d'un côté les équations paraboliques par la même expression, par la même quantité, par la même technique d'estimation a priori, et si on sait faire de telles équations paraboliques, une fois qu'on a transformé ça en équations paraboliques, on n'a pas besoin de refaire tous les calculs. Hein, on met ce bloc-là dans le bloc de démonstration précédent et tout tourne. Donc évidemment, je saute 10 000 étapes en faisant ceci, mais j'essaie de vous expliquer pourquoi ça marche sans rentrer dans des détails qui sont vraiment fastidieux. Alors, donc il est important de comprendre pourquoi cette information est vraie. Une fois que cette information est vraie, donc on en déduit que exactement sous les mêmes hypothèses. Donc, de quelles hypothèses s'agit-il ? Eh bien, ce sont les hypothèses, d'une part, d'ellipticité de l'équation complétée en xi et des hypothèses de propagation de monotonie. Donc, je ne vais pas les... C'est ce qu'on a vu précédemment dans le cours, et que ça contient les expressions de type MFG. Jeu à champ moyen, ça c'est confère le cours sur la propagation de la monotonie. Donc si on met ces hypothèses, vous rebranchez les hypothèses K2 ou K1 si on est dans cette situation à variables séparées, et vous avez le résultat qui vous dit il existe une unique, sous ces hypothèses, il existe une unique solution régulière pour tout temps. Bien. Fin de l'affaire de régularité. Que dire de plus là-dessus? Alors là-dessus, c'est simplement vous expliquer rapidement d'où provient ce fait-là. D sur dt de gradient phi carré moins aij de dij gradient phi carré. Bien, qu'est-ce que l'on récupère? Donc, de la même façon que précédemment, on a un moins 2aij dik phi djk phi. Ça, c'est le calcul que j'avais fait tout à l'heure. La seule chose qui est nouvelle, c'est qu'effectivement, je dois dériver l'équation, et donc je vais a priori récupérer un 2 fois aij dérivé par rapport à xk dij phi dk phi. OK. Bon, et ensuite, là, il n'y a plus beaucoup de difficultés. Je vais expliquer ça en dimension 1. La géométrie ne pose pas de problème ici pour des raisons de symétrie. Le
fait qu'ici, vous ayez une dérivée seconde en IJ fait qu'il n'y a aucune difficulté pour faire ça en vectoriel. Bon, ça, il y a une petite, des petites choses à vérifier. Et en dimension 1, pour juste vous comprenez bien comment ça marche, vous récupérez moins 2a phi seconde carré plus 2a' phi seconde phi prime. Et on a déjà vu que a' carré se majorait par une constante fois a. Ben voilà, vous en servez. Hein. Donc, vous prenez du a' phi seconde, vous l'élevez au carré, et donc vous voyez que ceci peut se majorer par a phi seconde au carré, ça c'est du Cauchy-Schwarz, plus, si je fais ça, il doit y avoir un 1 sur C0, a' carré, inférieur à C0, donc c'est du a' sur racine de C0, et donc c'est du C0 fois phi prime carré. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'ai multiplié ceci par racine de C0, j'ai divisé par racine de C0. Ça, je me sers de l'inégalité 2AB inférieur à A2 plus B2. Et le A2 qui est ici, c'est du A' carré sur C0 phi seconde au carré. Je me sers de cette inégalité. A' carré sur C0 est majoré par A. Et donc, vous voyez que vous avez du moins 2A phi seconde au carré. Ici, j'ai du plus A phi seconde au carré plus C0 phi prime carré. Et donc, le bilan complet de tout ça, c'est que ça a fait inférieur ou égal, j'aurais pu mettre un 2 ici, mais on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Hein. Donc, un moins A phi seconde au carré, il y a un peu de marge, c'est ça que je veux dire, plus un C0 phi prime carré. Donc, voilà pourquoi en dimension 1, donc non seulement on associe, mais on a même un peu mieux hein, que le C0 gradient phi carré. Si on veut simplement une estimation a priori de gradient, on n'a pas besoin de plus. Si on a d'autres termes qui viennent nous embêter, on sait qu'ils peuvent servir. Et effectivement, dans les nombreux détails que j'ai mis sous le tapis, ça sert d'avoir un petit terme comme ça. Bien. Donc, vous voyez, mais ça, ce sont des faits classiques, hein, je le répète, ça c'est Oleinik, probablement dans la fin des années 50, début des années 60, sur les équations paraboliques dégénérées. C'est vrai que du point de vue probabiliste, c'est le fait de la propagation de la régularité pour les équations paraboliques, c'est une trivialité. Il suffit de dériver le flot stochastique. Donc, d'une certaine manière, le résultat de Oleinik, qui est la propagation de la régularité pour des équations paraboliques à coefficients réguliers, c'est une trivialité du point de vue probabiliste. Alors, c'est d'ailleurs assez piquant de voir comment elle était à l'université de Moscou avec des gens comme Krylov, Autor, etc. Ça devait s'expliquer sérieusement, parce qu'en plus, les relations entre mathématiciens à Moscou, c'était à la limite du pugilat. Donc, mais en fait, moi, ce que je trouve absolument crucial dans la technique de démonstration, dans cet effet Oleinik, c'est pas tant le résultat, puisqu'effectivement, il est transparent du point de vue probabiliste, c'est qu'elle met en place des techniques d'estimation a priori qui sont de nature Bernstein, en comprenant, et ça je voulais pas, j'ai glissé là-dessus, en comprenant pourquoi cette inégalité bien connue en dimension 1 pour des A réguliers, comment ça marche dans des cadres multidimensionnels et comment effectivement du point de vue matriciel, qu'on soit en dimension 1 ou en dimension multiple, c'est la même chose. Bon. Et ça marche dans ce cas-là. Il y a d'autres cas des coefficients à coefficients constants. Je pense que Claude sait à quoi je fais référence, où on aurait envie effectivement de dominer des termes dans des équations paraboliques, de dominer ces termes par d'autres, et on ne peut pas. L'algèbre ne fonctionne pas. Là, c'est un cas qui fonctionne, et je crois que ça, c'est ça la véritable contribution de Oleinik. Alors, que dire là-dessus? Bien, si ce n'est qu'une fois qu'on sait que c'est vrai, donc je vous ai rappelé pourquoi c'était vrai brièvement, en tout cas en dimension 1, et ça marche exactement de la même manière en dimension supérieure, eh bien, effectivement, maintenant, les deux techniques deviennent compatibles grâce à la transformation de Krylov, et donc on a mis vraiment en place des techniques robustes d'estimation a priori.
Vous vous souvenez peut-être que j'avais donné des estimations a priori par une autre technique dans ce qui correspondait au cas 2, dans le cas où f est la dérivée d'un Hamiltonien. Alors il fallait que j'introduise le h seconde 1/2 du dxu. C'est une démonstration comme ceci, et ça n'aurait jamais marché avec un f général. Donc vous voyez la mise en place de techniques vraiment complètement robustes. Si on met les bons opérateurs de diffusion, ça se passe exactement de la même chose. Alors, peut-être une dernière petite remarque, et j'arrive au terme de ce parcours qui fut, je veux dire, complètement chamboulé par rapport à ce que je comptais faire, parce que les idées sont venues au fur et à mesure que je vous expliquais les choses. Et donc, c'est peut-être indiquer une généralisation, et il y a des choses assez amusantes. Et ça a toujours en rapport avec les jeux à champ moyen. Si vous partez d'une équation parabolique complètement non linéaire, du deuxième ordre, f des deux de phi, donc f là-dedans, c'est une fonction de A et de P. A est une matrice, et vous supposez que par rapport à A, la fonction est décroissante. Ça, c'est l'ellipticité. Donc, pour l'ordre partiel des matrices symétriques. Donc, f décroissante si A croît. Bien. Alors, l'analogue de ce que l'on a fait, ça serait de dire je regarde l'équation satisfaite par dx phi. Alors, ça a une utilité pour les jeux à champ moyen, hein, lorsque grand F est convexe. Bien, si vous faites ceci, qu'est-ce que vous récupérez? Vous récupérez un du sur dt. Ici, vous allez avoir, hein, je vais écrire ça avec des notations un peu approximatives, vous allez avoir un f'A d2u plus un f'P. J'aurais dû mettre vraiment H ici, pardonnez-moi. Là, on est vraiment au niveau de l'hamiltonien. Plus H'P D fois U égale à 0. Après, on peut rajouter les dépendances en X, etc., etc. Et donc, vous voyez qu'assez naturellement, vous êtes maintenant amené à vous poser la question suivante, qui est d'équation du sur dt plus un certain objet que je vais baptiser G. À l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez du d2 phi, mais du d phi, c'est du du. d2 plus un f comme du u fois d fois u. Donc vous me voyez venir, hein, et alors effectivement, sous les bonnes hypothèses, c'est des jeux à champ moyen dans lesquels vous avez la possibilité de contrôler les bruits. D'accord? C'est-à-dire, vous avez le droit, par exemple, de switcher entre des dynamiques qui ont plus ou moins de bruit. Bon, ben ça veut dire que vous contrôlez le bruit, ça vous crée des termes comme ceci. Donc, c'est tout à fait naturel. Alors, vous voyez là, bigre, ça se complique un peu, hein, les équations. Donc ça sera l'année prochaine. Donc, quand vous commencez à regarder des équations comme ça, ce sont des systèmes qui deviennent maintenant des systèmes quasi-linéaires, du second ordre, vectoriels, et éventuellement il y aura des couplages plus compliqués plus tard. Et déjà, la technique de Krylov va fonctionner, je peux déjà vous l'annoncer, et va nous ramener à des équations complètement non linéaires, mais surtout, déjà la première observation que je veux faire qui correspond à la propagation de la convexité pour de telles équations, c'est que vous avez propagation de la monotonie si le couple GF est monotone par rapport aux variables AP. Ça marche toujours de la même manière. Donc ça encore, c'est une information qui est totalement spectaculaire, qui correspond à un H qui est convexe par rapport à toutes les variables ici.
Donc là encore, pour des systèmes comme ceci, où en général il n'y a pas de régularité, bien qu'il y ait des équations du second ordre, hein, un cas particulier, c'est le cas où il n'y a pas de dépendance en D2φ, hein, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ici, vous avez un G de U, D2, le G vaut 0, et ici vous avez un F de U, DU, c'est ce qu'on a fait tout au long du cours. Là, j'ai augmenté l'ordre. C'est normalement beaucoup plus méchant, mais en fait, il y a une assez bonne structure. Donc ça sera certainement un des sujets que j'aborderai l'année prochaine, même si j'ai déjà du matériel. Mais là, il est déjà 11h03, je suis encore, et puis j'ai démarré un peu en retard, mais de toute façon, je ne vais pas en 5 minutes traiter des équations qui sont à nouveau complètement nouvelles, même si elles sont une extension de ce que l'on obtient en prenant des gradients d'équations complètement non linéaires du deuxième ordre. Mais il y a de la structure qui est là. Bon, ça sera, à moins que j'ai d'autres choses à vous raconter, ça risque d'être un des sujets que j'aborderai l'an prochain. En tout cas, merci de m'avoir tenu compagnie. Vous avez, je pense, effectivement pu voir, apprécier, ça c'est un autre mot, mais en tout cas pu voir effectivement comment le sujet progressait, j'allais dire, de jour en jour, de semaine en semaine. Et je veux dire que ça a été un grand plaisir pour moi, effectivement, motivé par le fait que je devais vous expliquer des choses, de voir que petit à petit, des zones d'ombre s'éclaircissaient. Alors, comme toujours en maths, hein, comme toujours dans beaucoup de progrès de la connaissance, quand vous avez compris quelque chose, vous en savez encore moins qu'avant, puisque, bien entendu, vous réalisez les 100 000 questions nouvelles que vous pouvez vous poser. Donc, c'est ça qui fait qu'on aime ce que l'on fait. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie, et puis à bientôt. On continue tout à l'heure pour ceux qui veulent rester, avec la 3e séance du cours PECO de LS Ophégal.